Bonsoir à tous. Nous allons évoquer la nécessité aujourd'hui, plus que jamais, d'une nouvelle phase de ce que j'appellerais la révolution mentale européenne face au plus grand péril de notre histoire, inédit par son ampleur, par son nombre, par sa rapidité. Vous connaissez ce processus, vous le craignez, vous le combattez et vous avez raison, mais il ne suffit pas de le dire et il ne suffit pas même de le faire. Il faut savoir comment, il faut savoir pourquoi, et il faut savoir qui sont nos amis et qui sont nos alliés, qui sont nos traîtres également et pas seulement nos ennemis. Car sans le traître, il n'y a pas d'ennemi. C'est le traître qui ouvre les portes, c'est le traître qui fait rentrer le cheval de Troie dans la cité. Nous sommes dans un processus qui est clair. Moins de 10% de la population mondiale aujourd'hui est européenne ou de souche européenne, qu'elle peuple l'Europe ou les extensions européennes de peuplement. Certains parlent même de 8% aujourd'hui. Certes, ce n'est plus tant la Chine ou l'Inde ou l'Amérique du Sud ou d'autres qui sont responsables de la croissance de la population mondiale. Ce n'est même plus le monde arabo-musulman, en grande partie. Si vous regardez les chiffres de l'Algérie ou de l'Iran, ce n'est pas des taux de natalité très importants. Non, l'Afrique subsaharienne, qu'elle soit musulmane ou chrétienne, essentiellement est responsable de cette augmentation considérable du nombre d'habitants sur la planète, avec les conséquences écologiques que cela implique, et sur lesquelles on n'entend jamais les prétendus écologistes. Parce que la démographie, la première menace planétaire, le Nigeria pourrait avoir 500 millions d'habitants sur un territoire qui n'a même pas le 20e des États-Unis, alors qu'il y aurait plus d'habitants qu'aux États-Unis. Vous imaginez bien que ça ne finira pas bien. Alors évidemment, on pourrait se dire c'est pas notre problème, ils sont trop nombreux chez eux, ben on les laisse chez eux, puis on verra bien ce que ça donne. C'est ce qui s'est passé en Europe, ça fait quelques guerres. Bon, sauf que le problème, c'est que nous avons des traîtres qui ont fait en sorte de créer un flux qui permet à ces gens qui sont malheureux de venir chez nous. Donc c'est un processus d'anéantissement lent, ce n'est pas un complot évidemment, ce n'est pas une stratégie de destruction volontaire, mais c'est ce qui est arrivé à toutes les civilisations dans l'histoire. Les Égyptiens, les Sumériens et d'autres ont été submergés, placés et ont disparu. Eh bien, les Romains ont eu la chance de survivre parce que les Germains étaient proches des Romains et que les Germains ont sauvé en fait les vrais Romains de cet empire romain devenu orientalisant, même s'ils sont arrivés trop tard pour empêcher le choix d'une religion orientale. Alors, ils sont arrivés pour nous sauver au moins ethniquement, mais ils ne nous ont pas sauvés religieusement. Alors, il n'y a pas de guerre des civilisations comme le prétendait Huntington, qui d'ailleurs voulait combattre. Il y a une guerre contre la civilisation européenne, qui incarne la civilisation au sens strict. D'ailleurs, le mot civilisation n'existe pas en chinois dans les autres langues. C'est un mot qui vient du latin civitas, qui désigne la cité. La cité, c'est le principe des Grecs, Athènes et autres. Nous sommes une société de la cité, de la tribu indo-européenne. Alors, nous, combattants de l'Europe unie, nous devons être les pionniers d'une Europe à la fois à nouveau européenne, restaurée dans son âme, restaurée dans son identité au plus grand nombre. Nous devons être les fers de lance de cette révolution européenne à bâtir, dont je parlerai tout à l'heure. Vous voyez que j'ai pris quelques notes quand même. Parce que nous sommes confrontés aujourd'hui à une attaque globale contre nous. On pourrait dire qu'il y a une déclaration de guerre implicite du monde contre l'Européen. Pas seulement contre l'Europe, mais comme contre l'homme européen. Cette déclaration de guerre est également celle des élites, de nos élites prétendues, contre l'Européen commun. Ce que vous êtes, ce que je suis. C'est bien une offensive globale contre l'Europe qui est menée, et face à une offensive globale, il faut une réponse totale, une réponse révolutionnaire. Et c'est ce que nous allons essayer de défendre ce soir. Nous sommes confrontés d'abord à des leurrs, à des illusions. Dominique Vénère, lorsqu'il a écrit sa critique positive, était confronté à la droite nationale, pro-Algérie française, etc. Il a vite compris, après avoir eu le temps de méditer en prison pour ses engagements pro-OAS, que c'était une impasse. Il s'est rendu compte que la droite nationale de son époque était composée de mythomanes, de gens qui étaient dans la nostalgie stérile et qui n'apportaient rien de bon. Alors il a voulu les réveiller. Il a voulu changer la donne. Et il a été détesté pour l'avoir fait. Mais la politique, dans les années 70, n'a pas permis l'émergence de ce courant qu'il représente. Lui et ses amis se sont donc tournés vers la métapolitique par défaut, puisque les temps ne sont pas mûrs pour la Révolution européenne. Alors nous allons faire de la métapolitique, nous allons la préparer par les esprits avant de la préparer par les actes. Ça donnait l'Europe Action, ça donnait le Grèce, ça donnait la Nouvelle Droite. Et puis à un moment donné, ça n'aboutit à rien. Puis l'aventure MNR et d'autres tentatives de jouer le jeu politique sont arrivées. Malheureusement, elles ont échoué face au bloc lepéniste. Et donc, que fait ce courant? Il refait de la métapolitique, c'est l'Institut Iliade, c'est tout cela. Tout cela est très bien, tout cela est très positif, c'est très sympathique, mais ça n'est pas politique. Il est temps de remettre du politique dans l'équation parce que nous ne pouvons pas savoir si nos idées sont perdues pour toujours, si elles ne doivent être que du témoignage, ou elles sont vocation à arriver au pouvoir et dans quelles conditions, évidemment. Alors, le souverainisme
c'est une regardiste totale, c'est un leurre, c'est une nostalgie. Et je vais en parler un petit peu. Donc, déjà, le premier mensonge des souverainistes, de tous les souverainistes, de tous les nationalistes français, c'est l'illusion d'une solution nationale. C'est cette idée qu'il n'y a qu'à gagner les élections en France. On sait qu'elles sont difficiles à gagner compte tenu du mode de scrutin, et tout va changer. Voilà, il suffit de mettre Marine Le Pen à l'Élysée, et les halogènes vont quitter l'Europe, et la France en particulier, massivement, en un simple claquement de doigts. On sait très bien que c'est faux. D'abord, pourquoi? D'abord parce que ce n'est pas le projet du Rassemblement national. Le projet du Rassemblement national, c'est de dire que de toute façon, tous ceux qui ont une nationalité française, qu'ils aient dû l'avoir ou pas, sont nos compatriotes. Mayotte, c'est nos compatriotes, Outre-mer, etc. Les millions de gens qui ont été naturalisés par un État français complice, ce sont nos compatriotes, nous devons l'accepter, nous devons faire avec, comme le disait Sarkozy. C'est ça le Rassemblement national. Le Rassemblement national, c'est le grand renoncement. C'est l'idée simplement que vous voyez, oh, on ne peut rien faire, c'est trop compliqué. Mais vous voyez, ils sont là, il y a des familles, etc. Vous voyez, vous faire des actions pour les faire partir. Tout cela étant été mensonger, car il n'a jamais été question de faire partir sous la contrainte violente les gens. Il est question de créer les conditions propices et favorables à ce qu'ils aient envie de partir. Ce qui n'est pas du tout pareil. Vous voyez, toute la subtilité est là. La remigration, c'est quoi? C'est d'abord en créer les conditions avant de la proposer. Et les conditions ne sont pas remplies parce qu'elles ne peuvent pas être remplies dans le cadre national. Il n'y aura pas de remigration dans le cadre national, ça n'arrivera pas. Pas seulement parce que la droite nationale n'arrivera pas au pouvoir, parce que simplement, même si elle arrive au pouvoir, elle ne le ferait pas. Pourquoi la solution nationale n'existe pas? D'abord parce que nous sommes dans un rapport de force mondial. La Chine, c'est 1,3 milliard d'habitants. L'Inde, autant. Les États-Unis, c'est près de 400 millions d'habitants, un petit peu moins. Bon. Dans ce rapport de force, la France seule n'est plus rien. La France, c'est quoi? 67 millions d'habitants, dont 12 millions qui ne sont pas vraiment légitimes, minimum sur notre territoire. De vastes territoires maritimes dont on ne fait rien et qui nous coûtent un bras. Une population vieillissante. Des banlieues, comment dire, qui sont quasiment des zones de non-droit. Un effondrement du système économique, la production industrielle en France s'est effondrée, un assistanat généralisé ouvert à la planète entière. Voilà ce qu'est la France aujourd'hui. Et une équipe de football qui fait rire le monde entier, comme le disait à une grande époque Finkielkraut. La solution nationale n'est pas possible parce que donc la nationalité française ne veut plus rien dire, n'a plus de signification objective. C'est un bout de papier, c'est un bout de carton qui est donné à n'importe qui. C'est un peu comme en fait à la caisse d'assurance maladie ou à la caisse d'allocation familiale, ben vous vous pointez, on vous donne la carte d'identité française. Donc, de toute façon, quand vous ne l'avez pas, vous avez les mêmes droits. Si vous êtes étranger, y compris clandestin, vous avez exactement les mêmes avantages. Et parfois, vous avez des avantages supérieurs aux gens qui sont là depuis des millénaires. Alors, la solution nationale voudrait dire enlever la nationalité française à ces gens. Sur quels critères, comment, etc. Vous vous doutez bien que c'est compliqué. Puis les pays émetteurs vont nous rire au nez. Quand Giscard a voulu faire repartir 500 000 travailleurs maghrébins dans les années 70, les pays maghrébins lui ont fermé la porte au nez. S'il aurait pu peut-être le faire en montant la pression, s'il avait été soutenu. Mais non seulement Giscard n'a pas été soutenu en interne dans son propre pays par son propre gouvernement, Chirac et compagnie, mais de toute façon, les autres pays ne l'auraient pas soutenu. En réalité, si aujourd'hui on veut que l'Europe redevienne européenne, ça ne peut pas se faire dans un cadre national, ça doit se faire dans un cadre collectif européen à minima. En termes clairs, c'est toute l'Europe qui dit on veut rester nous-mêmes, on veut que notre terre soit toujours la nôtre, eh bien on va créer les conditions du grand départ. Ce grand départ nécessite de changer tous les paradigmes, toutes les règles du jeu. Alors, qu'est-ce qui freine chez nous, les Européens, cette conscience nécessaire de redevenir nous-mêmes et de restaurer notre titre de propriété? En fait, il faut juste faire valoir notre titre de propriété. Alors, nous sommes dans une société aujourd'hui où, quand vous avez des squatteurs dans votre appartement ou dans votre maison, vous ne pouvez pas les faire partir, ou c'est très compliqué. Eh bien, nous avons à l'échelle de l'Europe le même phénomène. Nous avons, entre guillemets, des squatteurs. Et nous n'avons pas aujourd'hui des gouvernements qui nous donnent les moyens, les manettes, pour pouvoir faire partir les squatteurs. Il y a des squatteurs de maisons, il y a des squatteurs de pays. Et bien entendu, les souverainistes, on ne les entend pas là-dessus. Alors, quelle est la cause majeure qui empêche les Français notamment, et les autres Européens, mais surtout les Français, de se réveiller? C'est le dogme universaliste. L'universalisme est en même temps un chauvinisme béat, c'est-à-dire cette idée que les valeurs françaises, qui restent à définir, ont une vocation mondiale. Non seulement elles sont exportables pour le monde entier et pour être appliquées par la planète entière, comme les valeurs américaines, mais en même temps, tout le monde peut les partager, donc tout le monde peut devenir français. Ces valeurs, on peut les partager sur la planète entière, mais on peut aussi venir les partager chez nous, en France. L'universalisme, il a de multiples causes. La première forme d'universalisme est l'universalisme chrétien de la France catholique. C'est l'idée que la France est la mère
de toutes les nations, que la France, c'est la fille aînée de l'Église, et que donc elle a une vocation universelle pour évangéliser la planète et en même temps pour montrer l'exemple devant tout le monde. Cet universalisme chrétien, appliqué au cadre français, va se transformer avec la Révolution française en un universalisme maçonnique qui n'est pas mieux. Les valeurs maçonniques, droits de l'homme et compagnie, ont vocation à remplir la planète. L'universalisme chrétien est remplacé par un universalisme maçonnique qui est en fait une forme d'universalisme chrétien laïcisé et paradoxalement en partie antichrétien. Bon, c'est le paradoxe de la maçonnerie, qui est à la fois héritière du christianisme et en rébellion contre le christianisme. Et puis, il y a évidemment l'universalisme marxiste, l'internationalisme prolétarien poussé à l'extrême. Un marxisme fin de l'Union soviétique, c'est-à-dire un marxisme qui a compris qu'il avait échoué à changer la société et qui veut désormais détruire la société. Ce sont les déconstructeurs. Le marxisme est un déconstructivisme. C'est l'idée de détruire la civilisation européenne sur ses assises par l'égalitarisme forcené, par la culture de la repentance. Et en ce sens, les gauchistes et les chrétiens de l'Antiquité sont très proches, etc. Détruire l'universalisme, c'est un impératif. Ça veut dire instaurer l'ethnocentrisme, mais un ethnocentrisme intelligent. L'ethnocentrisme ne peut pas être national, ne peut pas être français, il doit être européen. L'Europe, effectivement, si on a l'Europe entière, y compris la Russie, on verra comment la Russie peut faire partie de l'équation malgré le conflit qu'on constate et qu'on déplore aujourd'hui, eh bien, c'est elle qui peut tenir la tête au monde entier. En termes clairs, si c'est l'Europe qui dit « nous voulons restaurer notre identité, nous voulons que ces gens qui sont chez nous puissent, dans des bonnes conditions, repartir chez eux, récupérer leur droit de cité, c'est-à-dire récupérer, s'ils l'ont perdu, la nationalité de leur pays émetteur, etc. » C'est un rapport de force. Ce rapport de force, aujourd'hui, la France ne l'a pas en sa faveur. Vous voyez que Macron est quasiment en train de mendier devant l'Algérie. Donc déjà, c'est la preuve qu'on n'a pas aujourd'hui les moyens d'imposer quoi que ce soit à ces pays. Ces pays nous, se foutent de notre gueule, ils se moquent de nous, et ils ont raison, parce que nous sommes ridicules. Et ils le savent. Donc ils nous traitent comme tels. Quand on a le président Macron à la tête de l'État français, eh bien, les autres pays du monde se foutent de notre gueule. Bon. Alors, il faut détruire l'universalisme, ça veut dire répudier ses complices. Qui sont les universalistes ou les complices de l'universalisme en France et en Europe? On va désigner les coupables, il ne faut pas se gêner. D'abord, il y a l'Église. L'Église, par ses autorités. L'Église est responsable et coupable. Pourquoi? Elle a toujours été en retard d'une guerre, évidemment. Elle a pactisé avec le fascisme par peur du communisme. Et aujourd'hui, elle pactise avec le mondialisme par peur d'une sorte de néofascisme imaginaire. Dans cette affaire, l'Église a tout faux. Elle a trahi l'Europe, elle a trahi les Européens. Le pape François, à chaque fois qu'il prône l'accueil des migrants, rappelle que ce Vatican-là est un ennemi des Européens. Mais la parole du pape, pourrait-on dire, n'est que la sienne, sauf qu'elle est relayée par les évêques et même par les prêtres locaux qui répètent tous le même disque. Sauf qui? Sauf effectivement l'extrême droite tradie, qui ne pèse pas grand-chose en France, mais qui croit qu'elle est différente. En réalité, elle n'est pas différente parce que l'extrême droite catholique n'a pas répudié l'universalisme. Et c'est très compliqué en tant que chrétien de répudier l'universalisme puisqu'on croit, et ce qui est faux, mais ce qui est le dogme et l'illusion, qu'on a vocation à répandre la parole christique au monde entier. Or, si on est ethnocentrique, ça veut dire qu'on s'intéresse qu'à nous-mêmes, donc on ne peut pas répandre la bonne parole. Nous ne pouvons pas évangéliser. Et c'est l'évangélisme que les catholiques tradis défendent, c'est finalement le protestantisme. Quelle est la différence entre un catholique tradit qui vous explique qu'il faut devenir chrétien pour sauver l'Europe et deux Africains qui toquent à votre porte pour vous parler de la Bible? Eh bien, c'est la même logique. Un catholique authentique de l'époque médiévale ne lisait pas la Bible, d'ailleurs, vous ne savez pas lire, pour la plupart, donc il ne lisait pas la Bible, il ne s'appuyait pas sur la Bible pour dire des choses. Les protestants s'appuient sur la Bible, les évangélistes. Que disait Maurras, la grande référence des cathos tradis? Maurras disait que l'évangile était un venin, un poison. Eh bien, les cathos tradis considèrent que ce poison, ils peuvent parfaitement l'absorber. Là est le paradoxe. Alors, l'Église, ce n'est pas la seule cause. Elle est responsable, mais elle n'est pas seule. Alors, évidemment, je rappelle quand même quelques éléments de fond. L'Église catholique en France et en Europe aujourd'hui fait venir des curés d'Afrique, notamment remplacer les curés qui ne sont plus là dans les paroisses françaises, belges et autres. On n'entend pas la droite catholique, ni Marion Maréchal, ni les autres s'insurger. On ne les entend pas s'insurger assez contre les scandales sexuels autour de l'Église, et ils sont nombreux. On ne les entend pas du tout, c'est-à-dire qu'ils cachent sous un voile pudique cette réalité qui les dérange et qu'ils ne veulent pas assumer. Alors, il n'y a pas que les églises, il y a les syndicats, notamment en France. En Allemagne, 60% des travailleurs allemands sont syndiqués.
syndicat comme IG Metall est un syndicat qu'on pourrait appeler un Volkssyndikat, c'est-à-dire qu'il y a des gens de toutes les tendances politiques au sein de ces partis, y compris des gens qui votent l'AFD. En France, depuis 1945, nous n'avons que des syndicats gauchistes, marxistes, CGT, liés au PCF jadis, CFDT et autres, alors marxistes et ou maçonniques, parfois les deux d'ailleurs. Ensuite, nous avons donc les loges maçonniques. Pas toutes peut-être, probablement pas la Grande Loge nationale de France, mais toutes les autres quasiment certainement. Bien sûr, il peut y avoir des éléments au sein de ces structures qui pensent comme nous, ça existe, mais idéologiquement, ces structures nous sont hostiles. Il y a bien sûr les partis politiques de gauche, mais pas seulement. Il y a les partis politiques de droite qui trahissent systématiquement. Et je vais même aller plus loin, il y a les partis politiques d'extrême droite. En termes clairs, la quasi-totalité des partis politiques d'aujourd'hui jouent contre nous. Et parfois, ils jouent contre eux-mêmes, comme le Rassemblement national, qui est en train, pour des plats de lentilles, de trahir. Alors, voilà quelques exemples. Mais qui d'autre? Les associations. Beaucoup d'associations en France travaillent contre les intérêts du peuple. L'association de gauche, évidemment, l'association pro-migrants, etc., mais de manière générale. Il n'y a pas que cela. Les médias, évidemment, ils ont un pouvoir considérable. La presse, etc., vont tous dans le même sens. Et même la presse nationale, ou bien tombe dans la caricature ridicule à la Rivarol, ou sont quand même très mollassons à la valeur actuelle. Le courage politique, il n'y en a pas. Et évidemment, on peut citer le patronat, qui est totalement mondialiste aujourd'hui. On peut citer les gens de la culture, qui sont tous, qu'ils soient sincères ou hypocrites, dans une position universaliste, etc. Les complices du globalisme, du mondialisme, de l'universalisme, du cosmopolitisme, eh bien, il y en a à foison. Et vous savez où vous les voyez, il suffit d'allumer votre télévision. Alors, donc, le problème, c'est qu'il y a l'ennemi extérieur, qui nous veut du mal de loin, puis il y a l'ennemi intérieur. Et l'ennemi intérieur, comme je dis, il y a à la fois l'ennemi intérieur que le traître fait rentrer, et le traître lui-même, qui reste un ennemi intérieur aussi. Rappelons d'ailleurs à titre historique qu'à chaque fois que l'islam s'est implanté en Europe, il l'a été non pas par une conquête, mais par un appel. Ce sont des princes visigoths en guerre contre d'autres princes visigoths qui ont fait venir les mercenaires arabo-berbères musulmans de Tariq pour essayer de gagner contre l'autre. Et finalement, ce sont ces mêmes mercenaires qui se sont emparés du pays. Même chose au XIVe siècle à Andrinople, devenu Edirne maintenant en Turquie. L'empereur byzantin est confronté à une rébellion de mercenaires catalans. Il fait venir des mercenaires turcs musulmans qu'il installe en Thrace. Un tremblement de terre fragilise les infrastructures militaires byzantines, et voilà la base arrière installée pour les Turcs ottomans, qui à partir de là vont s'emparer, bien sûr, de la Grèce, de la Bulgarie, de la Serbie, de l'Albanie, et vont pouvoir, à partir de là, assiéger à 2 reprises Vienne. C'est bien sûr par la trahison qu'ils ont pu le faire, parce que les imbéciles leur ont mis le pied sur notre sol. Voilà. Et donc, ça, c'est la base. Pour donc cette révolution européenne que j'évoque, il faut changer tous les paradigmes, puisque les paradigmes actuels rendent le flux favorable vers nous. En termes clairs, aujourd'hui, il y a des pompes aspirantes qui amènent à un appel d'air. Cet appel d'air crée des flux migratoires chez nous. Il faut inverser la polarité, renverser la vapeur. Il faut que ce soit désormais des pompes repoussantes, des pompes remigratoires, un appel d'air inversé, de manière à ce que désormais les gens aient plus envie de partir que de rester, ou que de venir surtout. Il faut, et là ça va être le terme le plus dur, abattre les États. Parce que contrairement à ce que pensent les souverainistes, l'État n'est pas le protecteur, c'est le fossoyeur de nos identités et de nos peuples. On l'a vu dans la crise Covid, on l'a vu dans plein d'autres domaines, l'État n'est pas notre ami, l'État est notre oppresseur. Abattre les États pour bâtir l'État européen unitaire. Évidemment, il ne s'agit pas de sans État, il ne s'agit pas de faire de l'anarchie. Il s'agit de dire que nous avons aujourd'hui des cadres étatiques qui nous sont nocifs. Et pas qu'en France, évidemment. Aujourd'hui, le système russe est anti-russe. L'autocratie poutinienne est anti-russe. Mais le pouvoir de Zelensky est anti-ukrainien. Les magouilleries à la Scholz sont anti-allemandes. Macron mène une politique fondamentalement hostile aux intérêts français. Et l'Union européenne actuelle de Mme von der Leyen tape contre les intérêts européens. Alors, abattre les États, comment? Pas comme ça, en claquant d'un doigt. Il faut autre chose. Il faut se servir de l'Union européenne, entre guillemets, contre elle-même et contre les États, pour sauver l'Europe, qui est au bord du tombeau aujourd'hui, et engager la restauration identitaire, qui est absolument indispensable. Abattre les États, eh bien, ça veut dire une révolution européenne, c'est faire avec les États ce que la Révolution française en 1789 a fait avec le roi et a fait avec les provinces. Sans tomber dans le jacobinisme et dans le centralisme, c'est-à-dire sans détruire l'identité des patries charnelles,
Non seulement sans la détruire, mais en la restaurant. Nous voulons dans l'Europe plus européenne de demain, avoir une Bretagne plus bretonne, une plus française. Il ne s'agit pas d'implanter 500 000 travailleurs russes en Corse ou 400 000 flamands en Grèce, évidemment. Ce n'est pas ça le but. D'ailleurs, dans l'Europe unie, même si tous nous serons des citoyens européens avec la même nationalité en partage, j'espère que beaucoup de gens qui ont quitté leur pays natal pour venir s'installer dans d'autres pays d'Europe, ou dans lesquels ils ne posent pas de problème par ailleurs, pourront librement retourner sur la table de leurs ancêtres, parce que c'est quand même plus intéressant. Si un Grec est payé le même salaire à Athènes qu'à Paris pour le même métier, il préférera rester à Athènes. Alors, évidemment, cette Europe salutaire, il faut tout lui sacrifier. Quand je dis tout lui sacrifier, il ne s'agit pas de se jeter dans un ravin. Il ne s'agit pas de faire un autel sacrificiel. Et il ne s'agit pas de faire comme Dominique Vénère, qui a fait un choix personnel, qui est respectable, mais qui ne concerne que lui. Il faut sacrifier à l'Europe tout ce qui empêche cette Europe. C'est-à-dire qu'il faut, dans sa tête, évacuer tout ce qui bloque cette volonté européenne. J'ai parlé de religion, c'est vrai aussi, j'en parlerai un peu plus en détail, ça ne va pas plaire, je m'en moque, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre, je suis là pour vous dire ce que je pense qu'il est nécessaire que vous entendiez. Il va falloir expurger nos rangs. Vénère l'avait compris, il parlait des mythos et autres, il y en a un paquet. Donc il va falloir faire le ménage. Faire le ménage, ça veut dire déceler les brebis galeuses, déceler les individus nuisibles et les écarter salement, comme ils le méritent. Je vais prendre quelques exemples. J'ai parlé de Rougeron tout à l'heure, mais on pourrait parler de Papacito, on pourrait parler d'autres gens. Ces gens-là sont nocifs à notre cause, à notre identité, et ils vont dans le sens contraire de ce que nous voulons. Alors, on ne leur donne pas d'argent, on n'écoute pas ce qu'ils font, on ne regarde pas leurs vidéos, on les traite en pestiférés, c'est-à-dire qu'on les isole, exactement comme au XIVe siècle, on isolait les gens qui portaient la peste, qu'on les laisse dans leur maison et on les isole. Voilà, Papacito et ces gens-là ne doivent plus être lus, ne doivent plus être entendus, on ne doit pas leur répondre, on ne doit pas les voir, ils doivent être boycottés afin qu'ils disparaissent. Car s'ils n'ont plus de public, ils n'existent plus. Et s'ils n'existent plus, on en est débarrassé, quel que soit ce qu'ils deviennent personnellement, parce que nous n'attaquons pas les gens en tant qu'individus, mais en tant que symbole. Bien évidemment, il faut expurger, épurer, et il faut le faire en étant sans concession sur le fond, c'est-à-dire que concrètement, il n'y a aucun reniement acceptable et accepté. Notre objectif est clair, rendre l'Europe aux Européens, aucun atermoiement n'est autorisé. Tous les effets de manche dialectique sont permis, mais le fond ne doit pas changer d'un pouce. Pas de grand renoncement, mais pas de provocation stérile. Nous ne cherchons pas à restaurer des régimes honnis du passé. Si nous sommes dans la situation actuelle catastrophique, nous le devons notamment au fascisme et au nazisme. Ne nous faisons pas l'illusion de croire que s'ils avaient gagné, nous serions dans une meilleure situation, puisque de toute façon, ils ne pouvaient pas gagner et ne pouvaient qu'aboutir au résultat que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire l'effondrement de la situation européenne. Ne tombons pas dans le mythe également du sauveur, le sauveur suprême qui va tous nous sauver. Hier, sur Telegram, j'ai cité un passage qui est cité dans un œuvre de Taguieff que j'ai acheté, où le général de Gaulle, en parlant à Malraux en novembre 69, donc quelques mois avant sa mort, dit clairement que l'Europe est foutue, qu'il a essayé, qu'il a échoué, et que donc, il pense que l'Europe est morte. Il le dit, on est en 69, nous sommes en 2022. Il dit l'Europe est morte. Ça veut dire qu'il pense que les Européens vont être submergés et vont disparaître. Et qu'il a échoué à empêcher ça. Donc De Gaulle, on ne peut plus se réclamer de Gaulle. L'homme est intéressant, mais son héritage n'existe pas. Il a échoué, il l'a admis, il l'a reconnu, ça s'arrête là. Pas de nostalgie de la France des années 60, c'est parce que nous avons eu la France des années 60 que nous avons la France de 2022 d'aujourd'hui. Nous avons eu mai 68, ok, nous avons eu Concorde, la bombe atomique, génial, très bien, tout ça c'est vieux, n'empêche que les conséquences de mai 68, par contre, on les vit toujours aujourd'hui. Il faut faire le bilan de toutes les idéologies qui ont échoué. Donc je viens de faire le bilan rapide, un peu trop rapide évidemment du gaullisme, il va falloir faire le véritable bilan du lepénisme. Et ce bilan, Thomas Joly et d'autres qui refusent de le faire, ils ont tort. Le lepénisme a été une catastrophe. Alors on me dira, oui, mais regardez, M. Ferrier, vous avez Marine Le Pen, aujourd'hui on en pense qu'on veut, elle a fait 19% des voix législatives, son meilleur score depuis des années, elle a 89 députés, elle a fait malgré tout 42% au second tour, c'est pas déshonorant, c'est plus 8 points par rapport à la fois d'avant, Bardella, il présente bien, il a l'air dynamique, etc., etc., etc. Donc, le Rassemblement national peut arriver au pouvoir. Pendant très longtemps, j'ai prétendu, à tort probablement, que le RN n'était pas capable d'arriver au pouvoir et que Marine Le Pen ne voulait pas le pouvoir. Je me suis probablement trompé, je dois le reconnaître, parce que je pense qu'elle a quand même envie de sa part de gamelle.
qu'elle veut son morceau de gâteau. Marine Le Pen pense que son père lui a foutu la merde, qu'elle a été emmerdée à l'école et toute sa vie, qu'elle n'a pas eu de carrière d'avocate à cause de son nom Le Pen. Le seul avantage du nom Le Pen, c'est qu'elle a pu récupérer la boutique familiale. C'est le seul qu'elle ait eu. Et maintenant, je pense qu'elle veut sa part de gâteau, qu'elle veut, elle aussi, croquer. Et donc, elle veut simplement être calife à la place du calife. Son but n'est pas d'arriver au pouvoir pour sauver la France, pour sauver l'identité française, c'est simplement pour avoir sa part de prébande, entre guillemets, pour avoir une bonne retraite et de députée et peut-être de présidente, et de vivre à nos crochets pendant très longtemps, comme Valéry Giscard d'Estaing, qui est mort à plus de 90 ans avec encore 2 gardes du corps en bas de chez lui. Le lepénisme est une arnaque, même quand elle réussit. Alors maintenant, imaginons que Marine Le Pen arrive au pouvoir. Certains y croient, c'est leur affaire. Je doute qu'elle puisse, mais comme je l'ai dit, je peux m'être trompé, et il est possible qu'elle arrive au pouvoir. Eh bien, lorsqu'elle arrivera au pouvoir, comme Mélanie, elle va vous décevoir tout de suite. Pourquoi? D'abord parce qu'elle n'a jamais eu le projet de restaurer l'identité du pays. Marine Le Pen à Mayotte, c'est pas simplement de la propagande. Elle n'est pas allée là-bas simplement pour occuper des voix. Elle a une empathie pour ces populations et pour l'Afrique qui est anormale. En réalité, Marine Le Pen a la même empathie que tout le reste de la classe politique. D'un Borloo qui voulait aider à l'électrification de l'Afrique du Nord, d'un Macron qui passe son temps à faire l'apologie de l'Afrique. Le seul, finalement, de tous les présidents depuis Pompidou qui n'était pas spécialement obsédé par l'Afrique, c'est Sarkozy. Et le général de Gaulle qui, gueulant contre Foccart, disait « J'en ai marre que vous m'envoyez tous ces Africains ». Alors, le problème, c'est qu'on a essayé à plusieurs reprises de faire tomber la boutique RN. On a essayé avec le nom de FN avec Bruno Maigret, les meilleurs 60% des cadres, les meilleurs militants, etc. Échec total. Et on a réessayé le coup avec un homme nouveau qui n'était pas issu d'une scission du FN, Éric Zemmour. Il y avait des points de faiblesse qu'on connaissait dès le départ, mais c'était un coup de poker, un pari. Et il fallait faire tomber la maison Le Pen, parce qu'on ne voulait pas de Le Pen en 2027. On sait que maintenant, on aura une Le Pen 2027, sauf finalement, les choses inattendues. Et donc, moi, mon but, c'était que Zemmour fasse tomber Marine Le Pen. Est-ce qu'il pouvait devenir président? Probablement pas. Est-ce qu'il aurait pu être une solution nationale? Alors, je ne cesse de dire qu'il n'y a pas de solution nationale. Certainement pas. Mais il aurait pu faire œuvre utile en rebattant les cartes. Nous avons fait ce choix de le soutenir, sérieusement, d'autres n'étaient pas d'accord. Nous avons tenu parole et nous avons respecté cet engagement jusqu'au moment des résultats définitifs. Les résultats sont ce qu'ils sont, ça nous plaît ou ça ne nous plaît pas. 7% présidentiel, ce n'est pas un mauvais score de première candidature, mais on l'attendait à 13%. Il y a un effet donc de déception. 4% aux élections législatives, c'est la sanction classique. Aucun candidat de reconquête au second tour. Même Zemmour lui-même échoue. Dans un contexte où le RN est grand vainqueur, c'est terminé. On peut se mentir, on peut se dire ce que l'on veut, c'est fini. Alors, évidemment, il faut être correct avec les militants qui ont cru et ceux qui y croient encore un petit peu. Il ne faut pas blesser ces gens, qui sont des gens sincères et qui pensent souvent comme nous sur beaucoup de sujets. Il faut les ramener à nous, on ne ramène pas les gens en leur crachant dessus. On les ramène en étant gentil avec eux, expliquer, voilà, on a fait comme vous, on a cru comme vous, on a agi comme vous, et on a constaté comme vous. Et nous avons fait le choix de vous le dire, sans vous blesser, parce que vous êtes des gens bien qui avaient fait ce que vous aviez à faire. Alors, le nettoyage des idées. Je vais dire des choses qui vont déplaire, là encore, mais c'est pas grave. Voilà les, on va dire, 5 doctrines dont il faut tous se défaire. C'est fait pour moi, donc c'est tranquille, mais voilà. Et il va falloir les mettre à la poubelle, parce qu'on ne se défait pas des choses à moitié. Il faut se défaire du conservatisme. Le conservatisme ne nous sauvera pas. Le conservatisme, c'est mettre notre cadavre dans le formol. Ce n'est pas ça la solution. Le conservatisme, ce n'est pas la vie. Le conservatisme, c'est rester dans les paradigmes merdiques antérieurs pour lesquels qui ont amené à aujourd'hui. Il n'y a pas de conservatisme. Nous ne voulons pas garder l'Europe telle qu'elle a été, puisque l'Europe telle qu'elle a été nous a amené au résultat actuel. Il ne s'agit pas de revenir 20 ans en arrière, pour finalement, 20 ans plus tard, retrouver la même situation. Et de toute façon, c'est une illusion. Le conservatisme politique n'a pas d'avenir, et on l'a vu avec l'absence d'effet Marion Maréchal. Marion Maréchal sous Zemmour, qu'est-ce que ça a amené? Rien. Il faut rompre avec les logiques du libéralisme économique. Alors attention, en France et en Europe, en réalité, il n'y a pas de libéralisme économique, c'est un faux libéralisme, c'est une oligarchie parasitaire de fils de patrons qui s'enrichissent au dos du peuple. Le vrai libéralisme économique, la vraie libre concurrence, elle a existé peut-être dans le passé, elle n'existera plus. Donc quand je dis qu'il faut se débarrasser du libéralisme économique, il faut se débarrasser du faux libéralisme économique. C'est-à-dire Henri Lesquin, par exemple, vous explique qu'il est ultra-libéral, alors qu'il a vécu toute sa vie dans la haute fonction publique, bien protégé.
Donc ce libéralisme économique incantatoire des gaves et compagnie, c'est ridicule, ça ne marche pas. Donc il faut s'en défaire. Mais il faut se défaire dans le même temps de l'assistanat parasitaire marxiste, c'est-à-dire cette culture égalitariste et socialiste dans le mauvais sens du terme, consistant à aider tous les parasites à parasiter. Le vrai socialisme, initialement, ce n'est pas de donner une petite pièce à un SDF dans la rue, c'est de choper, c'est de le raser, de le laver, de lui donner un petit logement et de le foutre au travail avec un coup de pied au cul. Et c'est certainement pas de le laisser dans sa crasse en lui donnant une petite pièce pour se donner bonne conscience, charité chrétienne devenue charité marxiste. Le bourgeois qui a honte de s'en foutre plein les poches, qui est dans sa grosse bagnole et qui, une fois par mois, donne un SDF en pensant avoir acheté sa bonne action. Il faut se défaire du souverainisme, et ça je suis sans pitié là-dessus, souverainisme anti-européen, parce qu'on pourrait être souverainiste européen, lui dira-t-on. Mais en tout cas, souverainisme actuel, ça veut dire les États contre l'Europe. Ce souverainisme ne sert à rien, c'est de la merde. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un mensonge et un leurre continu. Si vous voulez vous en convaincre, vous lisez Philippot et Asselineau toute la journée, vous avez vite compris que c'est une arnaque monumentale. Pourquoi? Parce que c'est un syndrome de Stockholm. Ces gens sont amoureux de l'État français. Je pense qu'ils ont des orgasmes physiques lorsqu'ils payent leurs impôts. Et donc, ces gens-là n'ont rien compris. Ils aiment l'État français, alors que l'État français est notre fossoyeur, notre destructeur et notre geôlier. Voilà. Donc, ils sont malades. Ils accusent l'Union européenne de tous les maux dont les gouvernements français sont responsables, dont l'Union européenne n'est pas responsable, quel que soit ce qu'on peut penser de l'Union européenne actuelle. L'Union européenne actuelle ne nuit pas, c'est un mensonge de dire qu'elle nous nuit, mais elle ne nous protège pas. Et c'est un mensonge aussi de dire cela. Quand Macron dit l'Europe protège, c'est faux. Quand les souverainistes disent l'Europe nous détruit, c'est faux aussi, pour les raisons. Il faut se défaire du christianisme. Alors évidemment, on pourrait me défendre un christianisme identitaire. Alors, je veux bien, je ne suis pas sectaire. Alors, qu'est-ce que pourrait être un christianisme identitaire? Première hypothèse, fonder une sorte d'église orthodoxe de France ou une église orthodoxe d'Europe, donc rompre avec le catholicisme, c'est-à-dire avec l'universalisme, et définir une église nationale. Ça ne serait pas une rupture totale avec l'universalisme chrétien, mais vous avez peut-être remarqué que les orthodoxes russes ne cherchent pas à convertir les Africains, que les orthodoxes grecs ne cherchent pas à convertir les Turcs, etc. Ils ne sont pas prosélytes du tout. C'est une église nationale. Une église nationale d'Europe, une église orthodoxe d'Europe, un peu comme l'église arménienne qui défend les Arméniens et qui fait du nationalisme arménien, pourquoi pas? Mais ça sera très compliqué et toutes les autorités catholiques et protestantes d'Europe s'y opposent. Alors, il y a une autre forme de christianisme qui est issue de l'évangélisme protestant américain, mais revue par les nécessités de conserver une Amérique euro-américaine, ça s'appelle le préadamisme. Le préadamisme est de considérer que le couple d'hommes qui a été mis dans le bateau de Noé avait des caractéristiques très particulières et que d'autres populations, n'ayant pas ces caractéristiques, soit ont été mis dans le bateau, mais pas dans la cellule de commandement, mais plutôt ailleurs, ou simplement qu'ils ont survécu par ailleurs au déluge. Et qu'en conséquence de quoi, eh bien, tous les hommes de la planète ne sont pas nés d'Adam et Ève, entre guillemets, donc c'est le pré-adamisme, c'est-à-dire l'idée qu'il y a d'autres humanités que les descendants d'Adam et Ève. Et c'était une façon pour ces Américains-là de concilier christianisme et ethno-différentialisme, on peut dire. Bon. Alors, comme je dis, il y a le venin évangélique, il y a le venin marxiste, il y a le venin, on va dire, Adam Smith, pardon, donc libéral, il y a un venin souverainiste, il y a un venin ethno-masochiste, comme disait notre ami Guillaume Fay, et tous ces venins, il faut s'en défaire, il faut prendre un sérum. Il faut donc briser toutes ces vieilles tables idéologiques qui nous enchaînent et qui nous détruisent. Comme je l'ai dit, détruire l'Union européenne, ce que prônent les Frixités, est une connerie. Il faut s'emparer de l'Union européenne et détruire les États grâce à l'Union européenne. C'est exactement le contraire. Eux disent qu'il faut détruire l'Union européenne et rendre tout le pouvoir aux États. Nous disons il faut donner tout le pouvoir à une nouvelle Union européenne née de l'ancienne et enlever tout pouvoir aux États jusqu'à leur existence même et jusqu'à leurs institutions mêmes. Alors, petite formule que j'avais notée, le patron est gauchiste, même combat. Bon, ça, c'est un peu hors sujet par rapport à ce que je viens de dire là, mais ça peut être une notion de slogan. Hein. Patron et gauchiste, même combat, c'est quand même assez vrai. Ou alors, aujourd'hui, l'anarchie de Malheur Puni, j'aime bien celui-là. Bon, peu importe, ça fait un peu de com, c'est toujours bien. J'en ai bien aussi, c'est l'ascendance doit primer en toute chose. Ça, c'est très joli. Ça veut dire, enfin, très joli, c'est moi qui me dis, hein, c'est moi qui l'ai écrit. Mais globalement, ça veut dire que l'ascendance prime sur toute autre considération. Donc, par exemple, les Albanais sont européens, quoi que vous pensiez de l'islam ou quoi que ce soit qui sont hors sujet, d'abord ils sont européens et ensuite on regarde le reste, et le reste est secondaire. L'ascendance prime sur toute autre considération, c'est la notion d'héritage, de patrimoine et autres. Il faut finalement faire de l'Union européenne ce qu'elle n'est pas,
Si l'Union européenne aujourd'hui est un objet économique mondialiste, il faut la transformer en un objet politique identitaire. Il faut rompre avec les fantasmes médiévaux. Alors ça, c'est important aussi, parce que vous remarquerez beaucoup, c'est donc au sein de la droite nationale, même si aujourd'hui, comme il y a des lois qui s'en cachent, ont tendance rapidement à réanimer les fantasmes médiévaux sur le complot. Alors le complot, je vous laisse deviner lequel, soit celui d'un peuple dont ils ont repris la religion, soit celui des loges, soit etc. Tout cela est un fantasme ridicule. Dans ce cas-là, si je veux faire du complotisme, j'ai qu'à dire que le christianisme est un complot contre l'Empire romain, créé par Paul de Tarse pour détruire les Romains. Pourquoi pas? On peut faire des complots comme on veut. Bon, peu importe. Mais il faut aussi se changer soi-même. Alors moi, j'ai des défauts, je les assume et j'essaie quand même malgré tout de les corriger, mais en vieillissant, ça devient difficile. Bon, on en a tous. D'abord, il faut admettre qu'on en a. Je parlais hier à une heure très tardive sur Telegram en privé des camarades de management. Et j'expliquais ce qu'était un bon manager, puisque je suis un bon manager dans une autre vie que la vie politique, qui s'appelle la vie professionnelle. Je suis amené à gérer des équipes et des gens avec des profils très différents, y compris des gens issus de la diversité. Et ça se passe très bien parce que je fais bien mon travail de manager. Un bon manager, c'est quelqu'un qui donne du sens à ce que l'on fait, c'est-à-dire qu'il explique pourquoi ce travail pour lequel on est payé a du sens et ne se limite pas à toucher un salaire. Ce que vous faites, c'est utile, et voilà pourquoi c'est utile, et voilà vers quoi ça mène, pourquoi c'est nécessaire, etc. Ça, c'est la base. Et la base comment dire, des choses, c'est qu'il faut y croire. Il faut croire à ce que l'on dit. Il ne faut pas seulement dire ce qui est utile de dire. Donc le management, ça mériterait presque un audio spécifique public que je ferai peut-être un de ces jours. Mais voilà, il faut se révolutionner soi-même. Un bon manager, pour cela, doit accepter de reconnaître aussi ses propres défauts. Et il doit accepter de non seulement se remettre en cause, mais d'avoir une forme d'humilité. C'est-à-dire, on peut savoir des choses, on peut être brillant, on peut tout ce qu'on veut éventuellement, mais on doit savoir, au bon moment, faire preuve d'humilité. Non pas dans le sens chrétien, de se mettre au bas du sol, mais simplement de se dire, bon, est-ce que ce que je fais là, ça va dans le bon sens? L'autocritique, l'introspection. Il ne faut pas qu'elle soit permanente, si on ne fait plus rien. On doute de tout, on n'avance jamais. Mais il faut qu'elle soit régulière, maîtrisée, contrôlée. Alors, il y a des valeurs et des vertus que j'essaie de défendre depuis quelques années et qui sont rarement visibles, malheureusement, je déplore, chez d'autres figures. Même si c'est des gens qui sont des amis et des gens pour qui j'ai du respect et pour qui je travaille en bonne synergie avec eux, ils n'ont pas ces qualités-là. Et il faudrait qu'ils les aient. La première qualité essentielle s'appelle la cohérence doctrinale. Ça veut dire que sa pensée doit être cohérente en toutes choses et que chaque principe, chaque idée doit converger avec les autres. Ça veut dire qu'on doit être capable de simuler ma pensée sans moi. Se dire, tiens, Thomas, qu'est-ce qu'il dirait? Être capable de le faire alors que je ne suis pas là. Bien sûr, il y a un niveau de, il y a du foirage parce que je suis en mode évolutif permanent. Donc, on ne peut pas toujours être en synergie complète. Mais l'idée, c'est ça. Par rapport à ce que dit Thomas, par rapport à son modèle, qu'est-ce qu'on peut penser de ce sujet-là? Par exemple, le tourisme international. Thomas nous dit qu'il veut une Europe fermée, parce que l'Europe ouverte, c'est une catastrophe, qu'il veut une Europe dans laquelle les Européens font faire du tourisme en Grèce, en Espagne, etc., pour pas donner de devises en Amérique du Sud, en Asie du Sud-Est, compagnie. Est-ce que le tourisme international est compatible avec l'Europe unie? C'est une réflexion intéressante à avoir. Alors, on peut trouver des aménagements. On peut trouver un statut de, comment dire, de titre de séjour temporaire avec certitude que les personnes vont repartir. Mais est-ce que c'est vrai? Tout ça, ça mérite d'être discuté. Et ce n'est pas forcément à moi de le faire. Alors, la cohérence doctrinale, ça implique autre chose. Ça implique une véritable colonne vertébrale idéologique. Ça veut dire former et être, ça veut dire être formé, former. Colonne vertébrale idéologique, elle est très rare. Une colonne vertébrale idéologique, ça veut dire que de toute façon, vous êtes invulnérable. Vous avez une sorte d'exosquelette mental qui vous protège contre toutes les attaques. Si on prend des exemples, est-ce que notre ami Daniel Conversano, qui est, comme je dis, un ami, fait preuve de colonne vertébrale, dispose d'une colonne vertébrale idéologique explicite? Ça ne paraît pas toujours évident. Parce que Daniel a une qualité humaine très importante et qui est un défaut politique catastrophique, ça s'appelle le sentiment. On a tous des sentiments. Mais on doit savoir, au moment où la chose publique devient essentielle, dans la situation d'urgence, le Ernstfall, en allemand, que vous évoquez Guillaume Fay, perdre tout sentiment. Être un monstre froid, mécanique, comme Dr Freeze, c'est-à-dire concrètement, il y a une nécessité, il y a un devoir, et on ne transige pas à ce moment-là.
Alors peut-être est-ce la dialectique de Daniel, qui est quelqu'un qui est un très bon animateur, et peut-être que chacun a son rôle, simplement, et que c'est pas le sien de faire ce que je fais, et que c'est pas le mien de faire ce qu'il fait. Je crois que c'est vrai. On a tous nos qualités, nos défauts, et on n'est pas tous faits pour faire la même chose. Donc, mais c'est un exemple. Seulement, la cohérence doctrinale, elle est totale chez Marine Le Pen, totale chez Philippot, totale chez Asselineau, totale chez Dupont-Aignan, totale chez Macron. Bah, Macron, il n'y a même pas de colonne vertébrale du tout. Macron n'a aucune pensée personnelle, aucune conviction. Il peut dire tout et son contraire avec la même force du regard, puisque de toute façon, il n'y croit pas. La colonne vertébrale idéologique est rare. La cohérence doctrinale, rarissime. Et tout ça, ça va vous amener à quoi, les amis? À devenir ce que vous n'êtes pas aujourd'hui, et ce que même moi, je ne suis pas vraiment, des soldats politiques. Vous devez devenir des soldats politiques de l'Europe unie, c'est-à-dire des guerriers de l'esprit. Vous devez être des éveilleurs, éveiller et réveiller les populations européennes endormies. Population européenne abandonnée, faites confiance aux militants du Parti des Européens. Et vous devez être des prêcheurs, c'est-à-dire des gens qui vont parler au peuple pour leur dire: réveillez-vous les gars, vous êtes en train de vous faire bouffer, il est temps de vous réveiller et de vous unir. Alors, tout cela, ça amène donc à détruire la vieille extrême droite, qui doit non pas être détruite d'ailleurs, mais doit mourir de sa belle mort. Elle est en train de mourir, la vieille extrême droite. Il faut la finir. Et puis, il faut éteindre la droite nationale classique et populiste, qui de toute façon n'aura jamais la bonne réponse. L'éteindre veut dire qu'il ne faut pas la combattre en faisant comme elle. Quand Zemmour fait du RN sans le RN, c'est le RN qui gagne. Donc attaquer Marine Le Pen bille en tête en disant elle a trahi, elle a fait ci, elle a fait ça, c'est vrai, mais ça ne parle pas au peuple. Le lecteur moyen, il n'a aucune information sur Marine Le Pen, il ne regarde pas la télé, il ne regarde pas. Un exemple, je parlais avec un collègue tout à l'heure, qui n'est pas militant d'extrême droite, mais il me dit: je ne regarde plus la télévision, je ne m'informe plus. Donc il ne sait rien. L'affaire Lola, il ne connaissait pas, etc. Ça vous montre la réalité du terrain. C'est-à-dire que vous dites à ce gars, vous lui racontez l'affaire Lola, il est scandalisé. Mais il ne le savait pas. Donc vous imaginez bien que Zemmour va y faire un défilé et compagnie. Qui le sait en France? Personne. Et le MNR de Maigret a eu le même problème. Sur les questions identitaires, le MNR était largement supérieur au FN. Marine Le Pen aujourd'hui ne fait rien, elle ne défile pas, elle n'a quasiment rien fait pour l'affaire Lola. Et pourtant, c'est elle qui récupère les voix, on l'a vu. Zemmour a fait une campagne quand même très dynamique, et c'est Marine Le Pen qui a récolté les voix. Il faut que la droite nationale soit donc balayée par ce que j'appelle la droite européenne, qui n'est pas le Parti populaire européen de Bellamy et compagnie, mais qui doit être ce que la droite nationale est à l'échelle nationale, mais à l'échelle européenne. Il ne faut pas faire une coalition des droites nationales de gens qui se détestent. Unir Mélanie, Marine Le Pen, Orban et compagnie, ça mènera à rien, ça sert à rien. De toute façon, à chaque fois, ils tireront les marrons du feu pour eux-mêmes ou pour leur pays, et donc ils diviseront. Donc il faut balayer ces diviseurs d'un simple revers de la main, facile à dire sur le papier, comme celui que je lis, entre guillemets, parce que ce que je vous fais là, je ne le lis pas, hein. J'ai quelques mots-clés sur un bout de papier, mais en réalité, tout vient de mon cerveau. Alors, j'ai une formule que j'avais notée tout à l'heure, parce que j'ai eu que 20 minutes pour préparer, hein, les amis, je vous dis en toute sincérité, hein. Il faut devenir le système à la place du système. Oui, effectivement, nous avons un système en place qui nous détruit. Il faut demain un nouveau système en place, avec d'autres élites, vous et moi, à la place de ceux qui sont en place, et donc un nouveau système, et ce nouveau système réprimera idéologiquement ceux qui nous répriment aujourd'hui. Il faudra que les punisseurs soient punis, et que les punis deviennent les punisseurs. Alors, c'est l'idée que l'État, comment dire, pseudo-national, dont nous sommes encore vivants aujourd'hui, comment dire, cet État pseudo-national meurt donc pour que l'État européen radical naisse. Briser les chaînes des États, se libérer de leurs chaînes, parce que l'État européen a quoi comme intérêt? Ce qu'on appelle la table rase juridique. Aujourd'hui, vous êtes contraint par un héritage politique. Vous avez des institutions françaises qui ont pris des décisions, et ces décisions, elles s'appliquent aujourd'hui. La naturalisation de millions de personnes, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'État français qui en est responsable. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Vous êtes obligé d'hériter de cela. Si vous restez dans le cadre de l'État national français, vous héritez de toutes les politiques de trahison menées depuis 70 ans. Si vous ne voulez pas, il faut changer de paradigme, de cadre, c'est l'Europe. Et finir sur cet exposé-là général avant d'aller dans les détails, en vous parlant de la Russie. Parce que, comme je l'ai dit, tout ça c'est bien gentil, mais l'Europe unie, il faut que la Russie en fasse partie, parce que nous avons besoin des richesses de la Sibérie, nous avons besoin des 140 millions de Russes en renfort. Parce que s'il y a 560 millions d'Européens seulement, et qu'il manque les Russes, eh bien, on ne sera pas fort. Surtout que l'Ukraine est à rebâtir complètement, que d'autres pays sont quand même relativement pauvres, Balkans de l'Ouest, etc., c'est pas gagné.
Donc, pour libérer la Russie, il faut libérer l'Europe. Parce que toutes les tentatives pour libérer la Russie par une action militaire sont illusoires. Aujourd'hui, en plus, la Russie a l'arme nucléaire. Mais au-delà de ça, à chaque fois qu'on a voulu conquérir la Russie, c'est la Russie qui a gagné. Paris 1815, les Russes dans nos rues. Berlin 1945, les Russes dans leurs rues. Bon. Donc, la Russie ne peut être battue que par la Russie, ce que disait le général Vlasov. Pour battre la Russie, il faut que les Russes se débarrassent du pouvoir en place. Or, les Russes sont trahis par Poutine, je vous le dis, sur le plan identitaire et économique. Poutine a trahi le peuple russe, comme Macron et les autres ont trahi les peuples d'Europe. Donc, pour libérer la Russie, c'est à nous de nous libérer nous-mêmes et montrer aux Russes, voyez, nous, on s'est libérés de ceux qui nous trahissent, faites de même. Il faut vaincre les nationalismes de division. Ça, c'est très important. Le nationalisme de division, c'est aussi bien les Flamands contre les Wallons, ou les Catalans contre les Espagnols. C'est pas seulement le nationalisme français contre le nationalisme allemand, ou le nationalisme serbe contre le nationalisme albanais, ou le nationalisme ukrainien contre le nationalisme russe. Ces nationalismes de division doivent être vaincus par un autre nationalisme, un nationalisme d'union, celui qui vise à une Europe unie. Il ne faut pas se tromper de combat. L'ennemi n'est pas le frère européen en face de nous. L'ennemi, c'est celui qui nous envoie contre le frère européen et qui envoie le frère européen contre nous, comme en 14-18 et en 39-45. Il ne faut pas résumer la survie de l'Europe à une question de religion. Tout à l'heure, j'ai fait un sondage sur Twitter depuis 24 heures, effrayant. Ma TL sur Twitter est plutôt une TL de gens de droite. Bon, il y a des gens qui me suivent qui sont souverainistes, etc. Parce que j'ai une image, entre guillemets, identitaire, donc floue malgré tout. Et je fais un sondage qui pour moi était très clair. Je dis, qu'est-ce que vous préférez? C'est un sondage théorique, mais c'est pour cerner les enjeux. Est-ce que vous préférez une Europe qui reste chrétienne, mais composée de gens de toute la planète, globalement, hein, préférez-vous une Europe, je ne l'ai pas dit comme ça, parce que je fais attention à la modération de ces sites, vous préférez une Europe métissée et chrétienne ou une Europe européenne, mais par exemple qui passerait complètement au paganisme? 40% des votants, c'est un beau vote, il y a eu plus de 1000 votants, 40% des votants considèrent qu'il faudrait mieux que l'Europe soit chrétienne, même si elle était créolisée, plutôt qu'une Europe qui serait 100% européenne, mais qui ne serait plus chrétienne. Certains évidemment répondent en touche en disant mais non, c'est pas possible, l'Europe ne pourrait pas être chrétienne si elle n'est pas européenne, ou ah ben non, mais si l'Europe comme elle n'est pas européenne, elle ne sera plus chrétienne, etc. Tout ça, c'est pour tromper son monde. Moi, je pose une question simple, 40% des gens ont dit à choisir entre une Europe chrétienne, mais qui n'est plus européenne, et une Europe païenne, mais européenne, on choisit l'Europe chrétienne. Ça s'appelle de la trahison pure et simple, il n'y a pas de débat à avoir. Si tu préfères sauver le christianisme que sauver l'européanité, tu trahis l'Europe. Et tu fais comme le pape François à sa façon. Et comme je l'ai dit, ces gens-là ne dénoncent pas le recrutement de prêtres africains, ni les scandales de mœurs, ni les discours du pape en matière d'accueil d'immigrants, ni le rôle de Caritas et autres institutions caritatives chrétiennes qui favorisent l'immigration. Ça, on ne les entend pas. Alors, donc la religion, ce n'est pas notre problème, c'est le sang qui est notre lien. Ça me fait penser à une chanson du groupe Ion il y a très longtemps, de l'ami Laurent, qui était le chanteur de ce groupe identitaire un petit peu indus. Alors, une fois que j'ai dit tout cela, vous voyez bien compris que c'est un peu décousu, j'en suis navré les amis, mais ce sont les idées qui sont venues au fur et à mesure de ma pensée en préparant pendant 20 minutes cette émission que je voulais mémorable et que j'espère qu'elle le sera. Alors maintenant, je vais aller dans le cœur de cette révolution totale de l'individu pour devenir le soldat politique que vous devez être. La règle de base, c'est l'eurocentrisme. Tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, tout ce que vous voulez doit être ambitionné uniquement, doit être envisagé uniquement dans le seul intérêt de l'Europe et des Européens. Tous vos choix, y compris les choix personnels les plus élémentaires, doivent être orientés en fonction de ce but-là. Vous ne devez pas, dans votre vie quotidienne, dans votre vie personnelle, faire des choix contraires à cet objectif de salut de la Renaissance européenne. Ça veut dire qu'au moment de votre mariage, au moment de faire des enfants, au moment de vous faire des amis, dans le monde professionnel, lorsque vous devez recruter quelqu'un, lorsque vous devez louer à quelqu'un, lorsque vous devez faire quelque action que ce soit, vous devez regarder l'intérêt de l'Europe et des Européens dans tous les actes de votre vie. Quand vous traversez la rue, vous devez penser en européen. Quand vous lisez la presse, quand vous regardez la télévision, quand vous jouez à des jeux vidéo, quand vous regardez un film, vous devez penser en européen. Penser en européen, c'est-à-dire penser en militant, penser en combattant. Et vous dire qu'est-ce que cela, ça va m'apporter comme arme. Quand vous lisez un livre, ça va vous dire qu'est-ce que ça me donne comme munition personnelle pour être meilleur, pour être un combattant politique. Et ça veut dire qu'il faut être assez dur. Ça veut dire qu'il faut être dur, mais intelligent. La dureté sans l'intelligence, c'est catastrophique. Il ne faut pas être cassant, il faut être souple. Vous pouvez dire des choses extrêmement dures, mais avec une manière extrêmement travaillée, ça passe comme une lettre à la poste. Et surtout, vous ne devez jamais tomber dans un grand travers. C'est
la simplification par la haine, la simplification par l'énervement. Vous devez maîtriser. Ce n'est pas toujours facile, même moi, ça m'arrive de ne pas le faire, mais vous devez avoir comme mission sacrée d'être le plus maître de vous. Vous devez montrer aux autres, non pas à l'ennemi en face de vous, mais à celui qui vous regarde en train de vous comporter face à l'ennemi, que vous êtes supérieur en toute chose à l'ennemi. Et je vais prendre un exemple. Tout à l'heure, j'étais attaqué par un militant catholique d'extrême droite qui se prétend professeur d'histoire. J'ai peur pour ces élèves de la propagande qui doit leur déverser sur Clovis qui a créé la France, mais peu importe. Cet individu m'insulte. Il me traite de porc, il utilise des arguments, je serais un incel, etc. Alors ça n'a rien à voir avec le débat, c'est-à-dire qu'il attaque le messager, c'est de la personne, il attaque plutôt que les idées. Évidemment, il dit du paganisme des horreurs que je n'ai pas besoin de relever, alors qu'il est visiblement ignorant du sujet. Il me parle de Satan et de toutes ces conneries. Eh bien, il faut lui répondre avec une courtoisie, une amabilité totale. Qu'est-ce que je lui réponds? Merci beaucoup, cher ami, parce que votre comportement démontre par excellence ce que je pense de votre religion. C'est-à-dire que vous êtes le meilleur porteur de mon message, puisque à chaque fois que vous montrez la haine que vous êtes, vous prouvez que le christianisme n'est pas une religion d'amour. Vous prouvez que vous êtes une religion de haine, une religion sectaire, une religion de fanatiques, digne des musulmans. Donc allez-y, continuez, cher ami, merci de nous aider. Là, un ennemi t'insulte, tu dis merci de votre assistance, merci de votre aide, merci de renforcer nos idées, merci d'avoir démontré que j'avais raison. Et là, le gars, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a bloqué. Ben oui, il faut être sans pitié. Et sans pitié, ça veut dire être très, 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 très méchant, mais dans l'hypocrisie. Être méchant, c'est pas insulter le mec, c'est lui donner raison. Vous l'insultez, vous vous mettez à son niveau, et après, lui, il va pas se gêner pour vous signaler, alors que vous, de manière chevaleresque, vous n'allez pas le faire. Vous dites, oui, moi, je débat, donc je ne signale pas. Ne vous inquiétez pas, l'autre en face, il n'en a rien à faire. Lui, il vous signalera. Donc, vous le savoir, laissez-le tomber lui-même dans son propre piège. Appliquez la méthode qui est la méthode un petit peu du judo. Appuyez-vous sur la force de votre ennemi. Si votre ennemi vous pousse trop, il perd pied sur ses appuis et vous renversez. Et donc, le combattant politique doit être parfaitement maître de lui-même. Il ne doit jamais insulter. Laissez l'autre insulter. Un exemple quasiment digne de la boxe. Je ne sais plus dans quel film il y a ça, d'ailleurs. C'est assez intéressant. Il y a plusieurs films où il y a ce principe du boxeur. Mais le principe de Rocky. Vous avez un adversaire qui est aujourd'hui plus fort que vous, en tout cas en apparence. Laissez-le s'épuiser et essayer de vous frapper. Au lieu d'essayer de donner coup pour coup, vous l'évitez en permanence. Et au moment où il ne s'attend plus, vous lui foutez le pain qu'il faut. C'est exactement ça la stratégie. Laissez l'ennemi venir, il se sent fort, il commet des erreurs, vous le cueillez comme une petite fleur. Et ça, c'est quelques conseils que je peux vous donner. Mais je vous dis, vous soyez dur dans votre tête. Soyez souple dans la façon d'être de tous les jours, mais dans votre tête, vous devez être une radicalité extrême. Il doit faire moins de 176 degrés, ça doit être le zéro absolu dans votre, de glaciaire dans votre tête, c'est-à-dire un monstre mécanique, un Terminator. Mais dans votre vie quotidienne, dans votre comportement, vous êtes plein de chaleur. Vous devez être un monstre froid dans un corps plein de chaleur. Et vous devez être sympathique, attirant intellectuellement, attirant humainement. Ce n'est pas attirance physique, on n'en a rien à foutre, ça ne joue pas, surtout quand nous ne sommes pas immortels, nous vieillissons tous. Et ne tombons pas dans le travers du cosplay ou du cosmétique. Si on peut faire un reproche à notre ami Julien Rochely, par exemple, c'est de donner beaucoup trop d'importance à l'esthétique plutôt qu'au contenu. L'ouvrage sur Nietzsche de Rochely est excellent. Je suis désolé de dire que le dernier ouvrage de Rochely, celui qui a le mieux marché sur la philosophie de droite, m'est tombé objectivement des mains. Ce livre ne m'apporte rien, ne sert à rien. Un livre, il doit être une arme. Lire Nietzsche par Julien Rochely, c'est avoir une arme supplémentaire pour des gens qui ne connaissent pas bien Nietzsche, etc. L'ouvrage de Nietzsche par Rochely est une arme utile. L'ouvrage sur les femmes et la guerre, et les femmes qu'a écrit Rochely est intéressant, mais trop technique. Il a bossé, une fois qu'il avait travaillé, il n'a pas été récompensé, évidemment, parce que c'était beaucoup trop technique, mais c'est un livre qui apporte quelque chose. Tiens, il y a un regard intéressant, il y a quand même des analyses. Son dernier livre, Philosophie de droite, c'est un livre pour plaire à un public qui achète ses livres. Donc concrètement, moi, quand je suis allé à la dédicace de Julien, il y avait un monde absolument monstrueux, c'est vrai. C'était essentiellement de la bourgeoisie parisienne, des petits bourgeois étudiants cathos, bien gentils, qui voulaient leur photo avec Julien. Donc Julien est extrêmement bien sapé, la barbe bien rasée, bien coiffé, bien looké, et à chaque fois, il se lève et
il se fait prendre en photo, et les gens ramènent leurs photos, et les nanas mouillent, etc. Tout ça, c'est bien gentil, mais ce n'est pas de la politique. Alors, c'est un public qui existe néanmoins. Et qu'est-ce que j'ai constaté? Que pas une personne de ce public ne me connaissait. Alors qu'il y a des gens qui, dans la rue, que je ne connais absolument pas, de milieu étudiants un peu plus populaires, qui me demandent la même chose qu'à Julien, c'est est-ce qu'on peut prendre une photo avec vous? Et bien sûr, je dis oui. Mais par contre, le public qui va voir Julien, personne n'en a rien à foutre de Thomas Ferrier. Et Julien, je pense qu'il n'arrive pas à orienter ces gens vers nos idées. Il s'oriente vers eux. C'est-à-dire qu'il subit leur idéologie de conformisme plutôt que d'essayer de s'emparer d'eux en disant bon, maintenant les gars, vous m'avez découvert par ce livre et je vais vous emmener vers un chemin que vous attendiez pas. Julien, qui maintenant se dit à nouveau catholique, a fait le chemin inverse. Au lieu d'amener ses lecteurs vers lui, il est allé vers ses lecteurs. Un révolutionnaire, Lénine et les autres, amènent le lecteur vers lui. C'est le grand reproche que je ferai à l'ami Julien dans ce domaine. Alors, bien sûr, un soldat politique, c'est un soldat qui doit être aussi un agent dormant, qui doit être prêt le jour venu à être le soldat politique absolu, qui sera nécessaire d'être. Mais ce n'est pas le moment aujourd'hui de l'être. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire, chers amis. Je voulais vous faire comprendre que la révolution européenne de demain, elle passe d'abord par la révolution mentale de chacun d'entre vous aujourd'hui. Est-ce que le LPE est capable en 2024 de faire une liste dans les conditions actuelles des paradigmes? Bien sûr que non. Et quand on me dit vous êtes un petit parti, je ne vais pas dire non, un grand parti, je ne vais pas dire nous sommes un grand, voilà, je suis à la tête d'un grand mouvement populaire. Connerie. Bon, on est réaliste, on est honnête avec les gens. Mais demain, ça peut émerger. Regardez dans les autres pays. Dans les autres pays, c'est vrai qu'il y a la proportionnelle. Mais vous avez des changements politiques majeurs. Ce matin, j'ai fait un audio sur le Danemark. Prenons un exemple. Le DFP, le Dansk Folkeparti, le parti du peuple danois, pendant des années, était le grand parti de droite nationale au Danemark. Il a commencé petit, et puis il a fini par atteindre jusqu'à 21% des voix. Considérable. Aujourd'hui, il a fait 2,7% des voix. Par contre, des nouveaux partis sortis du néant ont émergé. Parti Nouvelle Droite, 4%, puisque le Danemark n'est pas si mal. Le parti Les Démocrates du Danemark, 8%, etc. Hier, ils étaient rien. Madame Meloni, Fratelli d'Italia, c'était 4% il y a encore quelques années. Et aujourd'hui, c'est quoi? C'est 27%. Enfin, c'est monstrueux. Et encore en très peu de temps. Et les exemples que je cite là, il y en a plein. En Grèce, en Espagne et ailleurs, en Allemagne aussi. Qui aurait pensé en Allemagne qu'un parti de droite nationale arriverait à dépasser 10%, à tenir au moins 10 ans? Certes, il y a eu les feux de paille, les républicaneurs dans les années 90, etc. Mais très rapidement, ça a été étouffé. Pour l'instant, la AfD, même si elle est divisée, même s'il y a des conflits de personnes et des conflits de lignes, est toujours autour de 10-11% des voix. Il ne progresse pas, mais il ne régresse pas vraiment non plus. Donc, il y a toujours la possibilité de la surprise. Il n'y a que deux pays qui n'arrivent pas à avoir des surprises politiques, c'est la France et l'Angleterre. Et les raisons sont le mode de scrutin. L'Angleterre, le pire mode de scrutin de la planète, c'est simple, vous avez un seul tour aux législatives, vous êtes premier, vous êtes élu. Donc, si par exemple vous êtes un homme de droite, vous avez marre d'immigration, vous votez dans une circonscription, vous avez le choix en quoi? On va vous prendre un exemple. Vous avez un travailliste, donc ça, les travaillistes, c'est les pires. Vous avez un conservateur, merdique, Steve Johnson, et c'est quand même moins catastrophique que travailliste dans votre esprit. Vous avez éventuellement un libéral-démocrate centriste pro-européen, bon, vous savez déjà que lui, ils sont éliminés, et vous avez un BNP, British National Party, par exemple, qui est un vrai nationaliste britannique. Vous êtes nationaliste britannique, vous votez pour les conservateurs, parce que vous savez que si vous faites baisser le tour des conservateurs, bah, c'est le travailliste qui va être devant, et c'est le travailliste qui va être élu. Le mode de scrutin britannique empêche toute révolution. Même un Farage, qui faisait 27% aux élections européennes, faisait 2 à 3% aux élections nationales britanniques, et avait 0 député. Bon, et Farage, c'est quand même très mondialiste. Hein, ce n'est pas un nationaliste ethnique, hein, loin de là. Au contraire. Et donc, la France, parce qu'il y a ce mode de scrutin à deux tours. Certes, le RN a fait 89 députés. Alors, pourquoi ce résultat exceptionnel? Puisque le FN avait fait 35 députés dans les années 80, en 86, grâce à la proportionnelle que tactiquement Mitterrand va instaurer pour gêner la droite. Sauf que maintenant, cette proportionnelle n'existe plus. Comment se fait-il que le RN ait eu 89 députés? Alors, comme je l'ai dit, l'effet Zemmour a aidé. Zemmour a permis à Marine Le Pen de se recentrer. Ce n'était pas prévu, mais c'est la réalité. Et surtout, Zemmour a quand même amené des gens de droite
républicaine, entre guillemets, a voté pour lui, donc voté sur une ligne dure, plus dure que le RN. Une fois que c'était fait, le report des voix est plus favorable. Un électeur qui a voté Zemmour au premier tour aura beaucoup plus facilement tendance à voter Marine Le Pen au second tour que s'il avait voté Pécresse. Et c'est ce qui s'est passé. En fait, beaucoup d'électeurs de la droite classique se sont radicalisés grâce à Zemmour et donc finalement ont voté Marine Le Pen. C'est pour ça qu'elle a fait 42 le 34, que le report de voix de droite a été bien meilleur. Zemmour, sans le faire exprès, comme en 2002 pour Le Pen, a fait la stratégie de Marine Le Pen. Et puis ensuite, il y a un autre phénomène. D'abord, beaucoup de Français ont été horrifiés, les Français de droite, par la ligne de la NUPES. Le gaucho marxisme NUPES a effrayé beaucoup d'électeurs de droite qui, cette fois, n'étaient pas pris en tenaille par le fameux cordon sanitaire pseudo-républicain. Macron avait très peur que la NUPES soit le principal parti d'opposition. Macron a donc favorisé le RN pour avoir deux ennemis incompatibles qui se divisent. Et c'est ce qui a réussi. Et c'est pour ça que les motions de censure ne passeront jamais. Parce que même si le RN actuellement vote les motions de censure de la gauche, d'abord, il n'est pas sûr que des gens de gauche finissent pas par retirer leur soutien à ces motions de censure. Le Parti socialiste et les Verts commençaient à dire qu'ils ne voulaient plus voter les motions de censure que le RN pouvait signer. Et les Républicains, de toute façon, ne voteront jamais la motion de censure. Donc, Macron a obtenu ce qu'il voulait. À partir du moment où le RN et la NUPES et les LR sont divisés, il gouvernera minoritaire jusqu'en 2027. Bon. Donc, Macron a fait sauter le Front républicain et ça a permis de sauver Marine Le Pen. Donc, il y a des électeurs qui ont voté pour le RN contre Macron. Il y a des électeurs qui ont voté pour le RN contre la NUPES. Il y a bien sûr des électeurs qui ont voté pour la NUPES contre Macron et des gens qui ont voté Macron contre la NUPES, etc. Et tout ce jeu pour vous dire simplement qu'effectivement, le très bon résultat du RN est incontestable, mais il a été aidé. Parce que Macron avait un intérêt personnel à faire monter le Rassemblement national. Après, il y a des limites à l'exercice. La NUPES étant lamentable à l'image de Sandrine Rousseau, si demain il y a des élections proportionnelles anticipées, législatives anticipées, ne vous inquiétez pas, le RN va passer de 85 à 165, à 89 à 165 députés. Ça, il ne faut pas douter. Et est-ce que ce sera une mauvaise chose? Dans le contexte actuel, de toute façon, non. Simplement, ce n'est pas parce que le Rassemblement national est une impasse idéologique et stratégique que son succès potentiel ne peut pas avoir un impact positif d'une certaine manière. Vous savez, moi, je suis très anti-Marine Le Pen, vous le savez, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'aujourd'hui, je regarde les choses avec manque de philosophie. Qu'est-ce qu'on peut savoir de ça? Imaginons que Marine Le Pen, demain, arrive au pouvoir, montre qu'elle est nulle, et peut-être que ça va débloquer un courant comme le mien, contre elle, éventuellement. Vous voyez, on ne peut pas savoir. L'histoire, la science historique, la science politique, ce n'est pas une science exacte, c'est une science humaine, donc c'est le règne de l'imprévu. Ce qui est sûr, c'est que si on renonce, on a déjà perdu. Il faut qu'un homme ou une idéologie et une époque se rencontrent. Ce moment opportun de rencontre entre une époque et un homme ou une idéologie, ça s'appelle un kairos. Le moment opportun est-il venu? Je n'en sais rien, on ne le sait jamais à l'avance. Pensez à cette scène, pour ceux qui ont vu le film Avengers Endgame, je l'ai revu récemment parce que je me suis chié malade, et donc sur ma nouvelle télé 4K, là, c'est quand même pas mal la 4K, ben, je me suis rematé Avengers Endgame, donc en anglais, sous-titré anglais, et à un moment donné, Iron Man, donc homme de fer, hein, demande au Docteur Strange, bon, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est là qu'il va se passer quelque chose? Et Strange lui répond, mais si je vous le dis, ça n'aura pas lieu. Et là, c'est la même chose. Si on savait quand est-ce que le Kairos aurait lieu, on le raterait. Pourtant, il peut ne jamais venir. Eh oui, voilà. Donc, nous devons nous dire quoi, chers amis? Aujourd'hui, le choix manichéen est entre deux avenirs. Il y a l'avenir de l'extinction programmée. Au cours du XXIe siècle, l'Europe occidentale ne sera plus à majorité européenne. À la fin du XXIe siècle, l'Europe tout entière ne sera plus européenne. Premier cas de figure. Un long pourrissement, avec évidemment son lot d'insécurité, de tragédies et autres, et un avenir de merde pour vos enfants, et pour vos vieux jours éventuellement, ou bien la victoire et la renaissance. Il n'y aura pas de demi-mesure. Par exemple, notre ami Daniel Conversano est très nativiste. Alors que Renaud Camus, lui, considère que s'il y avait moins d'Européens en Europe, c'est pas grave, tant qu'ils ne sont pas remplacés, parce que de toute façon, c'est pas bon qu'il y ait trop d'habitants. Bon. Les deux visions sont fausses d'une certaine manière, parce que la natalité est une donnée fondamentale qu'on ne peut pas nier. Et Daniel a raison de dire aux Européens, faites des enfants. Mais en même temps, il ne faut pas tomber dans le travers de se dire, je vais faire des enfants à tout prix, alors qu'on leur prépare un monde de merde.
C'est ça qui est compliqué. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de faire des enfants parce qu'ils disent, j'ai pas envie que mes enfants vivent une horreur. Vous savez, quand nos parents, mes parents et les vôtres et tant d'autres nous ont fait naître, moi, mes parents, mon père est né en 1940 et ma mère est née en 1945. C'est déjà presque une autre époque. Ils m'ont eu tard parce qu'ils ont voulu voyager. Mon père était universitaire, il a pu aller en Inde, au Canada, etc. Et je suis arrivé un peu sur le tard. Je suis arrivé avec mon père avait 36 ans, qui aujourd'hui est un âge normal pour avoir des enfants, hein, et ma mère 32 ans. Bon. Et bon, je ne sais pas pourquoi, mais finalement, j'ai fini par être seul enfant dans l'équation. Bon, et c'est toute autre époque, d'une certaine manière. Bon, j'ai vécu des années assez heureuses dans ma jeunesse. J'ai vu le club Dorothée, à l'école, on était quasiment contre-européens. J'ai eu comme des petits emmerdes, m'a emmerdé, etc. Mais c'est pas, l'halogénat ne me posait pas de problème, puisque je ne le voyais quasiment pas. La ville de Nancy n'était pas spécialement dégradée sur ce sujet. La première fois que j'ai vu un élève africain, c'était en 5e, il n'y en avait qu'un, qui était son fils de consul, donc quelque chose de complètement extérieur. Au lycée, je ne me souviens pas qu'il y en ait eu. En classe préparatoire, un tout petit peu en Hippocagne, des étudiants plus ou moins étrangers qui ne sont pas restés. Et à la fac, bon, on n'avait pas spécialement beaucoup. Hein. Quelques-uns, quelques maghrébins, mais ça s'arrêtait là. Donc, je n'ai jamais été impacté spécialement par cela, mais j'ai vu progressivement, comme vous, la part de la population augmenter. Bon, et à Paris, sans commentaire. Donc, mes parents, bon, ils vont mourir dans quelques années, malheureusement, je ne peux pas l'empêcher, hein, ça c'est clair. Et il faudra que je gère cette épreuve, comme chacun d'entre nous la gérer ou doit la gérer. Hein. Et c'est pas facile, surtout quand on est célibataire et sans enfant, donc on n'a pas d'appui autre. Et puis, mais d'une certaine manière, je me dirais, ils seront partis avant la grande catastrophe. Ils seront partis avant les périls. Avant peut-être que nous gagnions, et ça serait dommage, mais avant sans doute que ça soit assez calamiteux. Moi, personnellement, j'ai 45 ans, bientôt 46 ans. Avec un peu de chance, je vais vivre encore 35 ans. Avec beaucoup de chance, 40. Et avec vraiment beaucoup de chance, 45 ans. S'il m'arrive rien entre-temps. Je n'ai pas une hygiène de vie très intelligente. Donc tout ça, ça réduit l'espérance de vie. Il y a la part de génétique. Il y a de plus en plus de facteurs cancérigènes dans notre atmosphère, dans ce qu'on mange, etc. Bon, il y a des risques. Mais admettons que les dieux soient vraiment bienveillants avec moi. Bon, 35 ans, ça fait que nous sommes en 2022. Nous serons donc en 2057, par exemple. Donc 2057, poubelle, l'Europe représentée avec une grande poubelle. Donc mes vieux jours, c'est me faire tabasser par des blacos dans les EHPAD ou je ne sais pas quoi. Pas génial comme perspective. Je plaisante à peine. Il vaudra mieux que je meure dans ce cas-là plutôt que dans cette situation. Sauf si on a gagné. Et si j'avais des enfants aujourd'hui, mettons que j'ai eu il y a 20 ans un gamin, donc il sera vu en 2077, autant dire qu'il sera dans la merde. Donc nous avons un devoir de victoire, nous avons un devoir de réussite pour nous-mêmes, pour que nos vieux jours se passent bien, et pour que nos enfants aient une vie heureuse et pas une vie de merde dans un monde de merde. Et donc si on veut ça, il faut sauver la civilisation européenne. Et quand Daniel dit fait des enfants, c'est très bien. Maintenant, moi, ce que je dirais une deuxième chose, vous avez fait des enfants, bravo les gars. Que vous viviez en France ou vous viviez en Bulgarie, Roumanie, Hongrie ou ailleurs, on s'en fout. Si vous avez fait des enfants, c'est pas pour rien. Alors soyez aussi des militants de la cause européenne dans les pays où vous êtes. Parlez la langue de ces pays. Allez vers les Hongrois, les Roumains, les Polonais et allez les faire au Parti des Européens, par exemple, tout simplement, ou en Lituanie ou ailleurs. Votre parole, elle ne vaut pas pour les Français, elle vaut pour tous les Européens. Ne soyez pas des Français expatriés, soyez des Européens partout sur votre terre, chez vous. La terre d'Europe est pour tous les Européens, c'est la terre de tous les Européens. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas respecter les identités locales, les traditions, etc. Mais pensez que lorsque vous êtes en Pologne ou en Hongrie, vous n'êtes pas des réfugiés qui allez vous comporter comme des Africains en France à en profiter. Vous devez vous souvenir que vous êtes partis pour de bonnes raisons et que ces raisons, elles sont toujours là et qu'elles vous suivent. Et donc, vous devez être des militants politiques aussi dans ces pays où vous vous installez et pas simplement vous dire « Ah, maintenant, je suis protégé, donc c'est plus mon problème ». Pas d'égoïsme là-dessus. Vous êtes partis, mais la situation va vous suivre. Donc, si vous avez peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans ou 20 ans d'avance maximum, mais pas plus, la Pologne va s'africaniser, le reste de l'Europe va disparaître aussi. Donc, vous avez peut-être gagné 10 ans, vous avez peut-être gagné 15 ans. Et alors? Pensez à cela et dites, demain, ça peut m'arriver à nouveau, même si je suis parti. Vous allez partir où? En Chine? Bon, donc, ou en Sibérie? Donc, à un moment donné, il faut arrêter de fuir. Il faut se dire, voilà,
Vous faites un choix, je ne vais pas en juger. C'est un choix libre, c'est un choix d'homme libre. Vous décidez, la France, c'est plus possible. Je veux que les enfants dans un environnement sain. C'est mieux en Pologne, en Hongrie, en Tchéquie, etc. Très bien. Mais soyez là-bas des militants de la cause identitaire européenne. Ne soyez pas simplement des réfugiés. Soyez des acteurs du changement et prévenez les gens là-bas, prévenez les Hongrois, etc. Attention, Orban fait rentrer des immigrés asiatiques dans votre pays, bloquez-le, parce que c'est ce qui se passe. Bien sûr, Orban va dire, oh, ne fait pas venir des musulmans. Et alors, c'est bien de faire venir des Vietnamiens ou des Coréens? Non. Donc, Orban est en train de trahir. Et en Roumanie, ils font venir des Vietnamiens. La trahison, elle est là. Bien sûr, c'est balbutiant. Ils font aujourd'hui ce qu'on faisait en France dans les années 50. Et alors, c'est excusable quand on voit le résultat? Surtout qu'aujourd'hui, il y a une démultiplication. Non, je le dis, je le maintiens. Tous les dirigeants d'Europe, y compris ceux d'Europe centrale et orientale, sont des traîtres. Vladimir Poutine fait construire une mosquée géante à Moscou. Est-ce qu'il était obligé de le faire? Non. Donc, je vous le dis, ni Orban, ni Zelensky, ni les mecs du pays d'Est, ni Poutine, ni les autres ne nous défendront. Tous ont trahi. Alors, c'est aux Européens de se réveiller et de s'unir et de se révolter intelligemment, c'est-à-dire par la démocratie, par les urnes, par la volonté de puissance réveillée de l'Européen. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous dis, c'est un peu mélangé, parce que je suis fatigué, et je sors d'une pénible maladie, sans gravité heureusement, mais j'avais envie de vous dire ça, d'être un prêcheur, à l'issue de cette conférence plus ou moins improvisée. Soit vous allez dire que Thomas Ferrier est complètement fou, vous allez dire que il n'y a quand même pas tort. Voilà. Et c'est à vous de me le dire bientôt, puisque je vais arrêter l'enregistrement dans quelques secondes. Et je prendrai une question et une seule par personne. Soyez bref, soyez concis, comme un soldat politique doit l'être. On va à l'essentiel, on ne se perd pas en contournement dialectique. La question sera simple et la réponse sera simple également. J'arrête l'enregistrement dans quelques secondes. Je vous remercie d'avoir été si patient. On a atteint jusqu'à 65 participants. C'est pas si mal. J'aimerais qu'on passe les 100 et 150, mais soyons réalistes. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, je coupe l'enregistrement, je tousse un peu et je vous donne la parole. Arrêtez l'enregistrement. 1h12, pas mal.